Puis là, on va faire un petit retour sur les forums, les discussions ouvertes qu'on vient de faire. Donc, je ne sais pas si vous étiez nommés des rapporteurs ou des rapporteuses. Donc, je vous inviterai à ceux qui étaient présents dans le forum économie, s'il y a un rapporteur ou une rapporteuse qui aimerait se lancer, je vous invite à vous lever et nous faire part de vos discussions en forum. À main levée, qui était dans ce forum-là? Je vais pointer déjà. By neighborhood. OK. Alors, on va commencer avec le logement. Je vois Claude qui trépide, donc... Ici. Oui, donc nous avons eu un forum ouvert en logement et le thème, c'était qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour rendre encore plus populaire le mouvement des logements sociaux coopératifs non spéculatifs ou les fiducies foncières communautaires. Donc, on a pris le temps de se connaître les uns les autres et on a appris que nous avions deux participantes qui sont étudiantes à la maîtrise en urbanisme à McGill. Et elles se sont plaintes qu'elles n'avaient pas de cours formels sur les coopératives d'habitation, logements sociaux. Et elles ont dit qu'elles étaient affamées de connaissances. Bien, je leur ai dit, peut-être que vous pourriez trouver des idées pour inviter, par exemple, Dimitri, qui a fondé Milton Park. Elles ont gaiement accepté l'idée. Et là, en parlant, il y a Julien qui a dit qu'il avait fait sa maîtrise en urbanisme et qui avait étudié des fiducies foncières communautaires à Burlington, au Vermont et à Boston, et qui pouvait en témoigner dans les cours aux étudiants là, de l'urbanisme à l'Université McGill. Et on avait Tom Armstrong là, de la Fédération des coopératives d'habitation en Colombie-Britannique, qui a témoigné de son expérience, puis qui dit que lui, il trouve que les mouvements des coopératives, de l'économie solidaire en général, les mouvements des coopératives d'habitation en particulier, c'est beau de parler des problèmes d'habitation, là, la crise de logement, dis donc qu'il y a eu des succès de fiducies foncières communautaires, de coopératives d'habitation, le loyer qu'ils payent, puis le temps que ça leur a pris et l'amélioration de leur qualité de vie pour faire valoir les avantages, pour dire que les solutions existent à court terme. Et en gros, c'est ce que je pouvais rapporter, Julien. Merci Claude. Est-ce que quelqu'un d'autre de cette discussion thématique avait quelque chose à ajouter pour enrichir? N'en voyant aucune, c'est très. Je pense que vous êtes pas mal fatigué. Sinon, il y avait l'autre forum sur l'économie. Est-ce que quelqu'un se propose pour venir rapporter les propos qui étaient tenus? Sur l'économie. L'économie. Nicolas s'avance. T'as une bonne voix quand même. Ouais, je vais essayer de me souvenir de toutes les idées. En français, c'est cool. Il y a une traduction encore? Non? Ouais. Donc, on a fait un petit cercle. On a pris 20 secondes. Pour réfléchir à qu'est-ce que c'était une affaire, un sujet de l'économie qui nous a... C'est qu'on avait encore des questions qu'on voulait clarifier avec le groupe. C'était sympathique de s'asseoir ensemble puis de sentir... Moi, j'aime beaucoup le cercle parce que on sent la force, le support de la communauté. Donc, c'était agréable d'avoir ça comme clôture parce qu'on a parlé justement de concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, il y avait différentes questions qui sont venues que je vais avoir du mal à résumer. Sauf que, en tout cas, moi, ce que j'en ai tiré, c'est que pour Milton Park, on a discuté sur la création de fonds collectifs pour quartier. Si on avait un fonds, comment est-ce qu'une communauté peut investir ensemble dans un projet commun? Puis c'est ça, fait qu'on a réalisé que on pouvait, si chacun donnait un petit $10 de la communauté Milton Park pour un budget Milton Park, on pourrait en un an avoir 180 000 $ de débloqués qui pourraient servir pour empower ou assister une jeune coop, par exemple si c'était un food coop ou une épicerie coopérative, un café coopératif qui aurait besoin de ce petit plus-là, mais toute la communauté pourrait genre juste donner comme à l'université dans le fond, tu payes pour ta radio communautaire, Milton Park pourrait tout le monde payer pour son épicerie coopérative. Fait on a réfléchi à ça.
On a aussi l'idée des travaux. Pourquoi est-ce qu'on paye des gens de l'extérieur pour faire nos rénovations? Pourquoi est-ce qu'on paye des gens de l'extérieur pour notre énergie, pour l'électricité, pour le téléphone, pour tout? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des affaires nous-mêmes? Fait qu'on on a pensé à créer une coop de travailleurs pour faire les rénovations, pour laver les vitres, pour faire les travails. Parce que quand tu donnes 20 $, tu redonnes, ça reste dans Milton Park. Fait qu'on on a un peu parlé de ces stratégies-là. Mais ça, c'était vraiment ce qui m'a tenu au cœur. Fait que je fais pas un bon job de résumer le tout, là. C'était quoi? Est-ce que tu veux venir dire qu'est-ce que tu disais? S'attends-tu? Il disait de quoi d'être quand même intéressant. Tout le monde disait des choses très intéressantes. On s'est questionné sur l'équité, sur comment utiliser l'équité, vraiment. Est-ce que c'était possible ou non, physiquement, d'utiliser cette fameuse équité? Mais on a dit qu'on n'était pas capable de conclure là-dessus en 5 minutes. Mais en tout cas, ça, c'est une grosse question qu'on a ouverte, là. Oui, en fait, ce que je me disais, c'est que ça prendrait un changement de paradigme. Actuellement, les gens font de l'épargne parce qu'ils veulent, dans leurs vieux jours, avoir de l'argent pour pouvoir manger, se soigner, payer leur loyer, etc. Et puis aussi, les gens font des épargnes si on nous encourage à faire des épargnes, aussi pour transmettre de l'argent à nos enfants pour qu'ils puissent faire la même chose eux autres aussi, avoir des avantages. Ça, c'est parce qu'on vit dans un monde où ces choses-là ne sont pas payées. Mais on pourrait aussi imaginer qu'on veut bâtir une collectivité où est-ce que ces besoins de base-là seraient fournis par la collectivité. Puis à ce moment-là, au lieu d'investir, la vision de faire des économies ou d'investir, ce serait d'investir dans cette communauté-là qui nous fournirait ces besoins-là. Donc à ce moment-là, ça change un peu la mentalité. Puis c'est ça, j'ai pensé à différents moyens pour faire cette transition-là, de passer d'investissement ou d'économie individualiste à une économie plus collective. Alors, c'était ça. Merci. Un peu, on a touché à ça, quoi. Ben, merci. Puis, on aimerait aussi revenir peut-être sur les thématiques qui avaient été abordées hier en quartier. Donc, je ne sais pas si des gens avaient des choses à partager. Je pourrais te laisser peut-être la parole pour inspirer les autres sur le plateau Mont-Royal. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai co-animé avec Claudia le panel sur Plateau, Petite Patrie et Rosemont. Et dans le fond, les défis qu'on a vus, c'était vraiment d'avoir une mixité sociale un peu dans l'espace public, mais aussi dans d'autres projets, de maintenir les familles dans le quartier, mais aussi la difficulté de mobiliser les gens par rapport à la gentrification qui peut être aussi causée par une grande population transitoire, aussi un grand nombre de logements qui sont loués sur Airbnb, donc qui fait en sorte qu'il y a un grand roulement de la population qui habite. Donc, c'est difficile de mobiliser des gens qui ne sont pas enracinés dans leur quartier. Donc, des projets qui adressent ces défis, on avait dit peut-être obliger Airbnb à divulguer l'ensemble des données statistiques qui étaient récoltées par la plateforme pour qu'on ait un vrai portrait et qu'on puisse plus les outer, là, les combattre. Puis, peut-être utiliser les locaux commerciaux vides pour répondre au manque d'espace pour les initiatives citoyennes communautaires et d'économie solidaire. Aussi, retour à des assemblées citoyennes dans les quartiers pour avoir plus de force quand on se met ensemble. Puis, c'était pas mal ça. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres gens qui étaient, dans le fond, il y avait le rôle de nous faire un petit retour sur les plénières des quartiers. Il y avait Saint-Michel, Villeray, Parc Extension, Montréal-Nord. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui est intéressé peut-être à nous en glisser un mot. Donc, je t'inviterai à l'avant si tu veux. Oui? Alors, I'm going to say it in English. We were Parc Ex, Villeray, Saint-Michel, and Montréal-Nord. And it was a bit of a difficult discussion. We talked first a bit, kind of focusing more on Villeray, and also please add if you were there and
have anything to say. Talked about the problem of transportation, trying to get 60% of cars out of the neighborhood. We had a big discussion about being way too many cars, appropriating space for people's use, échelle humaine. Well, so we also had a bit of a discussion on, well, if we do greening, we're also threatening to increase the value of real estate. And this became a bit of a site of conflict between the new University of Montreal campus happening on the border of Park Extension, where we do have plans for greening happening, but what will be the impact on rent in Park X, and where the benefits might of maybe more employment in the neighborhood, more access to the rest of the city might be outweighed by the violent displacement that occurs with gentrification. There was a long conversation about what's happening in Saint-Michel, and Eric. Thank you, Aaron. Donc, quand j'ai entendu parler de l'événement aujourd'hui, c'est sûr que je voulais m'outiller et outiller les gens de ma collectivité pour voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des projets qui ont, entre autres, comme objectif de répondre à des besoins de logement, mais aussi comment on fait pour développer tout un nouveau quartier, comment on fait pour changer la vision sur le moyen et le long terme pour un grand secteur. Donc, le secteur que nous, on avait la volonté de valoriser, c'est l'ancienne carrière Francon. Donc, présentement, c'est un site qui est utilisé pour déposer la neige de Montréal. En fait, 40 % de la neige de Montréal est déposée dans ce site-là. Et on aimerait éventuellement explorer des options pour du logement, entre autres, du logement abordable, du logement social, mais aussi de faire un nouveau quartier dans ce secteur-là. Comment qu'on peut le faire? Avec qui qu'on peut le faire? Est-ce qu'on est capable de s'asseoir avec les gens du municipal? Et il y a des gens qui sont ouverts à s'asseoir avec nous, entre autres la mairesse qui est avec nous, Mme Fumigali, merci. Mais il y a d'autres gens qui sont moins à l'aise de vouloir nous encourager dans cette direction-là. Et quels sont les outils que, en tant que collectivité, on est capable de se donner soi-même pour qu'on aille une légitimité, et comment on fait pour vraiment développer l'économie, développer des artères commerciales, développer peut-être aussi des infrastructures, autant au niveau des égouts, mais aussi des écoles, et comment on fait pour combattre la gentrification qu'un nouveau développement comme celui-là pourrait amener. Donc, ça a été beaucoup de pistes de réflexion qu'on a essayé d'explorer. C'est sûr que c'est complexe. On ne voulait pas non plus donner l'impression qu'on écrasait les autres quartiers. Donc, autant les gens de Parc Extension que Villeray, on veut les avoir comme alliés pour qu'ils nous donnent des nouvelles pistes de solutions. Et peut-être plus largement, là, dans les autres quartiers de Montréal, on est ouvert à toutes les suggestions parce qu'il y a énormément de travail à faire et puis c'est à peine le début. Merci. Well, after that, we talked also about, this issue where Park X is facing a crisis now, and it will accelerate. And we need to be making connections across our neighborhoods because that will lead to, a spillover effect to Saint-Michel, to Montréal Nord. And then there was also suggested with Montréal Nord specifically, that we need to make sure that because a lot of these are immigrant neighborhoods, that people stay and that they want to stay. And so actually a big part of the struggle in neighborhoods like Park X and Montréal Nord and Saint-Michel is a culture of belonging and wanting to be there. So that was suggested. Super, merci.
Est-ce qu'il y a des gens des autres quartiers qui voulaient prendre la parole? Je sais qu'il y avait Centre-Sud, puis il y avait peut-être Pointe-Saint-Charles. Southwest, sorry. Donc, s'il n'y a personne, je suis sûre que justement ces ateliers-là, ceux qui ont pris des notes vont les transmettre à Nathan et à l'équipe d'organisation pour le suivi. Donc, je voudrais juste annoncer qu'il va y avoir une manifestation contre la gentrification demain, le 15 avril, dans Pointe-Saint-Charles, puis une même manifestation contre la gentrification dans le sud-ouest le 27 avril. Donc, je vous invite à y aller. On va y aller avec la lecture de la déclaration du... Je veux ajouter sur le rapport de la discussion sur le plateau. Le plateau se prétend assez souvent à l'avant-garde de toutes sortes de choses. Mais il faut reconnaître certains problèmes à l'intérieur du plateau, au-delà de la liste de problèmes que la discussion que vous avez présentée. Il y a un problème de fond sur le plateau et ailleurs dans les autres arrondissements. Et le problème de fond est le manque de démocratie de base. Il n'y a pas de consultation publique efficace, ouverte et vraiment démocratique sur le plateau. Il n'y a pas une interaction créative entre les citoyennes et citoyens et l'administration de l'arrondissement. Et ça, c'est un problème pour nous, surtout qui habitent le plateau. Et il faut avoir une démarche de comment corriger ce problème. Alors, je ne sais pas s'il y a de la démocratie de base dans laquelle les citoyens et citoyennes sont vraiment impliqués dans le processus de consultation et décisionnel dans les autres arrondissements. J'en doute beaucoup, mais surtout, ce n'est pas dans le plateau. Grazie. Donc, Pointe-Saint-Charles, manifestation, tomorrow, 1h. Sorry, the screen's not very clear. Carrefour de éducation populaire de Pointe-Saint-Charles. Voilà, manifestant contre la gentrification. 23, 56. Yes. Center Street. Plus. Yeah, oh, genius. Oh my God. Wow. Good thing we have Drew. So that's tomorrow. And the other manif, c'est in St. Henry, again against gentrification. Surprise, surprise. And that's the 27th of April, and it starts at the SIDA, 2515. What? Yes. I have two other announcements. There will be on the 18th of May, in La Quartier Hochelaga-Maisonneuve, who have been fighting gentrification for the past 3 years. There will be a public forum of citizens to be held on the 18th. Le lieu va être annoncé plus tard. On the 19th of May, there will be something similar, almost the same, at Park Extension, in the William Hingston Hall, a public forum. And in both cases, the Montreal Urban Left is one of the organizers. So just to let you know. Frappu, you know Frappu, has declared that from the middle of April to the middle of May, 30 days of demonstrations, manifestations, public forums
on the question of gentrification in Montreal. So, things are happening. Ça bouge, ça bouge. Do you want to just quickly tell us about the Montreal? Yes, I want to read it out if you don't mind. Yeah, no, you just spoke about the Montreal urban left. Do you want to just? Oh, I can explain it. It's an organization that we put together. It's about, I would say, a year and a half. Our idea was, our mission statement was based on the fact that we know there was a new municipal government in power, but because most of us who founded the Montreal Urban Left, and in French, La Gauche Urbaine de Montréal, knew that the municipal power is always in the hands of one, bureaucrats, two, a political party, and three, some of the conseillers municipaux who are not necessarily visionaries. And so our idea was to put pressure to make sure that they take the right decisions. But that's just a tactic. The strategy is to return to the neighborhoods, and like my presentation this afternoon in the panel of municipal radicalism, it's to return to municipal radicalism in the city of Montreal, which existed in the past for a short period of time, and therefore it's not so much to replace the party that's in power, but to create a social movement within the neighborhoods controlled by the citizens, les citoyens et les citoyennes, who take power in by general assemblies and citizens' forums in their neighborhoods and eventually take over the right to the city. So basically, the Montreal Urban Left, La Gauche Urbaine, that is the strategy à moyen et à long terme. They got me reading too. Mamma mia. Well, it's because I like these guys, so that's why I'm doing it. My name is Donald Cuccioletta. If you don't know me, if you do, well, that's your problem, not mine. I have two things here I have to read first. I hope you've had a chance to read it. If not, I will read it very slowly. The first one is in French. It's called Conférence internationale, le 12-14 avril 2019. À nous les quartiers, le contrôle communautaire des terrains, de l'habitation et de l'économie. La déclaration de Montréal. This is a declaration. C'est la déclaration mise de l'avant par les organisateurs et les gens qui ont organisé cette conférence-là pour donner ce qu'on peut appeler une déclaration de principe sur ce qui s'est passé puis comment on voit l'avenir. La déclaration de Montréal. Le déclin et l'essor des quartiers et de la collectivité. Pourquoi notre société s'est-elle transformée dans une situation de quartier fragilisé? Comment se fait-il que tant de quartiers aient perdu leur sens de la communauté? Et pourquoi tant de gens ont-ils perdu leur sentiment d'être des citoyennes et citoyens, c'est-à-dire leur préoccupation par rapport à ce qui se passe à l'extérieur de leur porte d'entrée? Pour y répondre, nous devons nous pencher sur la montée de l'urbanisation rampante dans les États-nations fortement centralisés, basés sur les économies fondées sur le profit, la cupidité, la consommation au nom de la consommation et la croissance au nom de la croissance. Au-delà de cette échelle, nous voyons l'ombre projetée des 400 grandes sociétés transnationales qui dominent l'économie mondiale. Et ensuite que pratiquement tous les éléments de la vie quotidienne et sociale sont devenus une marchandise. À cette puissante tendance s'opposent des forces de besoins sociaux naturels des êtres humains pour l'interaction, de bon voisinage, une communauté et une vie politique. Peu de gens souhaitent simplement vivre seuls. La plupart d'entre nous apprécient notre vie de vivre avec d'autres, de travailler avec, d'aimer avec, de discuter avec, de créer avec et pour les autres. Ces qualités représentent les racines de la communauté, basées sur le substrat physique que sont les quartiers, qui c'est ce qui amène la démocratie. Communauté et démocratie sont les entités indissociables. La communauté ne peut être séparée du quartier qui, à son tour, doit se voir matérialisé concrètement sur le territoire, par exemple, par du logement social, de l'entraide et de la solidarité sociale. C'est par là que nous reconnaissons la base de la démocratie. Chaque quartier, chaque communauté doit avoir une authentique expression populaire démocratique, telle une assemblée des citoyens et citoyennes.
La construction d'assemblées citoyennes dans les différentes parties de nos villes permettrait en effet de développer une véritable culture politique et sociale de prise de décisions citoyens et citoyennes. La terre et le logement sont deux piliers les plus importants de nos sociétés, de toute société, et un besoin humain fondamental. Ces deux piliers sont effectivement longtemps servis de moteur économique principal ainsi que de ressources de sécurité et de stabilité majeures pour la plupart des gens. Toutefois, un héritage historique d'éviction et d'exclusion, fermement enraciné dans l'idéologie du capitalisme de marché et poussé par les vecteurs de l'industrie immobilière et des politiques publiques discriminatoires, restreint l'accès à ces terres et ces logements et sépare le contrôle de la propriété, tout particulièrement pour les personnes à faible revenu et les personnes sujetties à la discrimination. Cette situation a fait de la terre, de l'habitation, des caractéristiques très volatiles et instables de nos villes. Cela n'est pas un accident. L'excès de l'appropriation privée, du logement et de la terre, de la spéculation foncière, de la recherche des profits contrôlés par de la plupart des promoteurs immobiliers coopératifs ont créé un capitalisme de marché qui alimente la cupidité, la spéculation et la corruption. Les administrations municipales, affaiblies par leur dépendance à l'égard des impôts fonciers, alimentant le cycle apparemment perpétuel. Résultat, une concentration croissante de la richesse et de la propriété, entraînant de la discrimination raciale et de l'exploitation accrue des personnes les plus démunies. Face à ces menaces, nous devons répondre aux besoins urgents d'un développement communautaire et économique fondé sur les politiques sociales reliées à la terre et au logement qui aident à créer des économies plus inclusives, participatives et écologiques qui sont fondées sur l'appropriation locale des actifs des quartiers. Cette conférence internationale, à nous les quartiers, présente un aperçu des stratégies et des outils qui, regroupés, représentent une approche innovatrice et potentiellement nouvelle, une approche qui établit dans une direction focalisée du logement social basé sur le modèle logement coopératif sans but lucratif et qui est avant tout basé sur la propriété communautaire. Troisième page, des terres, soit les fiducies foncières ou la propriété privée de ces éléments essentiels de la vie quotidienne n'existe pas. L'extension d'une telle troisième forme de propriété, une économie sociale, elle-même basée sur une perspective de construction économique démocratique, constitue une avenue des plus prometteuses pour la reconstruction de nos communautés. Ainsi, une telle économie solidaire inclut les principes de coopération, d'équité face à la diversité identitaire, de démocratie sur les diverses formes et applications des droits de la personne dans la ville et dans la société en général. Un pas en avant supplémentaire dans ce cheminement vers une société démocratique et écologique serait de réintroduire la proposition politique de municipalisation de toutes les terres urbaines, comme l'a été autrefois préconisé par plus de 2 partis politiques municipaux montréalais et au moins un parti politique provincial majeur du Québec. La fondation d'une société démocratique et égalitaire requiert des communautés basées sur les relations sociales réinventées entre personnes âgées et jeunes, hommes et femmes, groupes ethniques distincts, mais aussi et surtout sur la définition d'un équilibre entre ville et nature. Le futur se trouve en nous et il nous appartient. Ceci est la déclaration en français. Je ne sais pas si c'est nécessaire que je lis la traduction anglaise, qui est directement la même que français. Je vous propose d'être d'accord avec ce principe, avec cette déclaration. Puis je ne vais pas commencer à faire finalement comme c'est une constitution. Ici, qu'il faut l'accepter en gros. Je pense que les volontés de ce colloque de 2 jours a été atteint et la déclaration de Montréal explique très bien ce qui était atteint puis où est-ce qu'on veut aller avec tout ça. Donc, cette déclaration-là, qui est sur le site web de l'organisation qui a organisé le colloque, est-ce qu'il va aller ailleurs? Je ne le sais pas. En lisant ceci, j'aimerais ça que ce soit ailleurs. En tout cas, pour l'instant, je laisse ça aux organisateurs d'y penser. Mais néanmoins, c'est une déclaration de principe très large sur laquelle, effectivement, nous pourrons continuer à exercer nos discussions, nos débats, dans un futur colloque d'ici probablement 2 ans
effectivement, dans une conférence internationale avec finalement la question, le contrôle communautaire des terrains, de l'habitation et de l'économie. Donc, j'aimerais, je pense, c'est un lever de main général pour dire qu'on appuie la Déclaration de Montréal. Hein? Ben, il dit à nous, les quartiers, le contrôle communautaire des terrains, de l'habitation et de l'économie. C'est ça qui est mentionné. Tu veux ajouter municipalisme? L'avant-dernier paragraphe? C'est ça que vous voulez ajouter? Où est-ce que c'est? Si on peut peut-être juste faire une petite nuance, ça ne va pas être adopté comme tel aujourd'hui. On pourra prendre des commentaires, j'imagine. Ah, OK. Un pas en avant supplémentaire dans ce cheminement vers une société démocratique et écologique serait de réintroduire la proposition politique de municipalisation dans tous les terres comme l'était autrefois provenait par les deux partis politiques. Peut-être revenir avec ça. Je pense que c'est des trucs détaillés, que le texte va être retravaillé. Ça a été rédigé ce midi en 30 minutes. Ben c'est ça. Puis je pense que ça pourrait être plutôt long d'aller collectivement dans les prochains 15 minutes, venir définir. Yeah. Can I just say quickly? Qu'est-ce que je comprends par la question de municipalisation dans l'avant-dernier pour répondre à ta question? Je pense qu'il faut répondre. J'étais dans le panel sur la municipalisation radicale. Je pense que dans ce sens-là, l'intention, c'est une municipalisation radicale, contrôlée par les citoyens. C'est ça que ça veut dire. Sauf que ce n'est pas marqué. Fait qu'on ne définit pas le mot municipalisation. Donc, si c'est laissé tel quel, on pense une municipalisation traditionnelle comme on l'a présentement. Il faut lui donner cet aspect radical, contrôlé par les assemblées des citoyens et citoyennes dans les quartiers. Bon, c'est ça la municipalisation dont on parle. Fait qu'on pourrait ajouter ça, puis... Let's go with that. So also just to clarify, I suggest we don't adopt this now. I think it'd be nice if everyone can think about it. If we have time now to discuss it, and then at the post-conference strategy meeting we're doing on the 25th, there, when everyone's had more time to reflect, there would be a great place to hash things out and also figure out future. Our next steps. So I suggest we open up the discussion now. We also don't have to discuss the text specifically, but we could also bring things that we learned from the conference that we want to come out in a declaration. Listen, let's be serious. This document has been available since the first opening hours of this conference. So it's been all over the building, okay? And we also had a workshop today at noon about it, which was not, unfortunately, well attended. The idea is to see, are we comfortable more or less with the document? That's what Donald has asked, and by the applause, it is clearly the case. Let me tell you one thing. This document is not the Old Testament, it's not the New Testament, it's not the Talmud, and it's not the Quran. Okay? It is a text that will always be an evolution as we learn more and more about the tragedy in which this city and other cities find itself. Okay? Now, if you were here at the film the other night, when people walked out of this room depressed at the enormity of what has happened in Montreal, this statement, dear fellow citizens, is moderate in its reaction. Moderate in its reaction. So, our challenge is educate ourselves as individuals. Learn to read and study history and today. And let's educate each other. And this is the beginning. Educate each other. And let's educate the citizens of Montreal around with us to know what our rights are and how we go forward. And so I just want to stress again
that the meeting that we're having at 3720, the Alternatives Building on Park Avenue and Pine, is going to be where we take all the fantastic energy around this conference. Where do we take it into the future? Do we believe in the future? I do. You forgot to say it's on the second floor at the Alternatives Building on Park Avenue. Second floor. Alors, on invite des questions, commentaires s'il y en a. Oui. En fait, j'étais un peu confus. Je pensais qu'on passerait une bonne partie de la plénière pour vraiment discuter de la déclaration. Moi, j'étais dans le groupe de travail à midi et puis j'ai amené une proposition que j'aimerais ramener. Puis en fait, j'ai pensé à une deuxième, alors c'est possible, oui. Alors, la dernière page, le premier paragraphe, à peu près au milieu, on parle, à la fin, la dernière page, une telle économie solidaire inclut les principes. Alors, dans les principes, on en énumère coopération, équité face à la diversité identitaire. Je rajouterais et d'équité et d'égalité des genres et de reconnaissance des droits des premiers peuples. Quoi encore? D'égalité des genres, après diversité identitaire, ou peut-être avant, là, d'égalité des genres et de reconnaissance des droits des premiers peuples. Et reconnaissance des droits des premiers peuples ou des peuples autochtones, c'est selon. Non, ça inclut. Non, parce qu'il faut inclure les Inuits qui ne sont pas dans les Premières Nations. Premier peuple. Ou enfin, je ne sais pas si... Qu'est-ce que tu dirais, Jonathan? Can you... Pass the mic. En ce qui concerne Premier Peuple, Première Nation, moi je pense que Premier Peuple est beaucoup plus convenable parce que Première Nation, c'est le concept de nation lui-même est calqué sur l'État-nation, concept qui est européen, qui est très assimilant, de sorte que nos supposés élus de conseils de banque, qui sont en fait des administrateurs mis en place par le fédéral, le conseil de bande a été institué par le fédéral pour remplacer nos institutions traditionnelles. Donc, ces politiciens autochtones-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, bon, on veut des négociations de nation en nation, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils marchandisent nos territoires pour avoir accès à des leviers de développement, s'enrichir. Vous allez dans des réserves, là, c'est comme les maisons sont pauvres. Vous voyez tout de suite la pauvreté de la population, mais il y a toujours une grosse baraque avec une belle pelouse verte. Le reste du sol est aride, mais c'est ces inégalités sociales-là. Donc, ça implique beaucoup de choses, hein, juste le concept de nation. Alors moi, je préfère dire premier peuple. OK, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait Nicolas. Moi, juste avant que les gens partent... Allô? Ouais, avant que les gens partent, je veux juste insister bien que ça soit clair que vous avez bien compris que vous êtes invité à la conférence de stratégie post à nous les quartiers. Fait juste pour rappeler, ils l'ont dit au début, je pense, de cette plénière, mais comment ça a été organisé par un collectif. Tout a été fait démocratiquement. En tout cas, c'était genre un exercice d'organisation communautaire à proprement parler, là, de se rendre tous les vendredis pour rencontrer des gens qui ne sont pas comme toi, des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, de toutes les sortes des activistes, des professionnels du logement. Fait que c'était déjà pour nous formateur. Fait que vous êtes vraiment bienvenus à vous joindre au mouvement Nous les quartiers. On va décider à ce meeting-là, le jeudi 25 avril, à Alternative, où est-ce qu'on s'en va. Vous êtes vraiment invités, OK? Chacun d'entre vous, on a toutes des forces à amener à ce mouvement, puis c'est ça, pas besoin de qualification particulière. OK? On vous voit là-bas. Deuxième étage. I don't really mind, I guess. So I have to go ahead and close up.
I just wanted to say, to me, this manifesto and what it represents. Okay, I guess I'll use it. All right, so here we go. So to me, this declaration is a distillation of what this conference was about, and the language of it. Maybe we can have a conversation in the future about it, about some of the wording, and I think that the contribution that was made is great. I'm in full support of it, and I'm in full support of the wording now. And to me, it's not, it represents an attempt to create a new society. And it's both through the creation of new things like citizen assemblies that are mentioned in there, and the reinvigoration of pre-existing ones. But it's also, I just want to be clear, it's also in opposition to something. And I just want to draw attention to that. It's in opposition to the worst tendencies of capitalism, which have led us to where we are now. It is in opposition to the ecological crisis which we are undergoing, in which we are in a critical moment where sure, ecologically driven, but in the most limited sense of the word, technocratic totalitarianism is right around the corner, where the ecological crisis is knocking on the door. You know, I'm from the US, and look no further than Flint or Puerto Rico, and all over the world, there's enormous displacement of people. In massive droves, people are leaving their homes because of this ecological disaster. And what this is about, these citizens' assemblies, this manifesto is about not relying on centralized bureaucracies to resolve the issues that face us now. And it's about evolving this each and every day and learning each and every day and working not only to create, but to oppose. And I just want to draw attention to that, and at that, I do have to go, but I want to thank you all for coming here, and that's just my thoughts on it. Alors, il est 18 heures. Pour assurer qu'il y a une diversité dans les intervenants, vous demanderez d'essayer de garder ça relativement court. Mais puis on va essayer de tenir une liste de gens qui veulent intervenir, puis on va essayer de faire une alternance homme-femme aussi. Donc, oui, je t'invite. Okay, hi. Hi, everybody. So I want to make this quick. And it's important that the addition actually made it on that document. I'm assuming there is one document, hopefully, that's taking the edits that are being suggested? Yeah, okay. So what I was hearing a lot, especially from a lot of the elders over the last couple of days, is the future is now, like now, right? So if the space is being created to look at this document and people have suggestions because they read it when they got here or read it 5 minutes ago, it needs to be recorded. And the reason why I felt like grabbing the mic instead of sitting back, because I don't live here, I won't be at the post meeting, is because to add saying recognizing First Peoples and then to have the word citizen in it, to me, is a contradiction. It could be because of the language that is here. It is, and so you all can hash that out. And then municipalizing all land, all urban land, I think needs to be looked at again also, because if we, in the same document, are acknowledging folks who are here whose land has been stolen or who were stolen to be brought here so that you could have more land and more money, then the language needs to reflect that and not be in contradiction to each other. So basically, not everyone is documented as a citizen, no, right? And then if we're global citizens, you know, it's like, does that make sense? Okay. So, on the first page, the very first paragraph, it has the questions posed, and why have so many people lost their sense of being citizens? People haven't felt a sense. So I don't want to go into like word by word. I'm suggesting that the word citizens, or expand. Yeah. Okay. And then it's municipalizing all urban lands in the second to last paragraph in the English version. Okay. Thank you.
Yeah, just let the discussion go. Yeah, after. Let other people speak first. Who else has a comment, question? Just put your hand up and you'll be added to the speakers list. Just put your hand up. Okay, we have 1, we have 2. Great. So you can choose who you want to go first. Just a thought that came to me on edit of language per Saki's note was, what about something like people being enfranchised in their relationship to where they live? It's a few more words. I would not know how to express this in French, but I think that part of the intent is about yes, people's sense of empowerment or being enfranchised, and that can be a feeling one has regardless of formal citizen status or not. Est-ce qu'il y avait une intervention d'une femme ou quelqu'un qui s'identifie comme une femme? J'inviterai Sean Olivier. Juste très brièvement, pour moi, un citoyen, ce n'est pas un détenteur de passeport canadien, c'est quelqu'un qui participe politiquement à sa communauté. Et moi, j'étais pas là lors de la rédaction, mais je présume que l'intention, c'est de distinguer par rapport à un simple consommateur du milieu. I want to speak to the question of the word citizen. There's a long history, a very distinguished history, and it goes back to the origins of assembly democracy and direct democracy. I will defend the word citizen, and I'll tell you why I defend it. Because in Montreal, as a matter of fact, we have a charter of Citizens' Charter of Rights and Responsibilities. How many of you Montrealers know of the existence of this charter, which is a legal document? Not many. Not enough. In that charter, the word citizen is used in a generic sense. That is to say, it is any human being who lives on the territory of the city of Montreal. It does not require you to be a Canadian citizen. So that a homeless person who finds himself in the street and does not have proper housing under the charter, the Montreal Charter of Rights and Responsibilities, can protest and go to the office of the Ombudsman and put forward his or her case, and so on and so forth, and so on and so forth. It is one of the most remarkable democratic documents ever adopted by any municipality. And unfortunately, it is unique to Montreal. It has not spread across Canada. It is hardly known in the United States. But the word citizen is used in this document and in the Montreal Charter of Rights in its generic term. You don't have to be a Canadian citizen. This is Celia again. Just to respond to that, I think this particular point on education is very worthwhile, and I also ask if the number of newly arriving people immigrating are similarly informed, and I am not certain that everybody who would be encountering this particular this declaration document would have that immediate understanding. And some might be a little thrown by terminology, is all. A footnote to add clarification, indeed, I think could be applied here.
By the way, to get to the point of new Iraq people and immigrants, this charter exists in 8 languages. 8 languages. So how many people know it in the city of Montreal? And that's the fucking responsibility of the current administration in downtown Rue 275 Rue Notre-Dame and all the previous administrations. They keep it as a secret document, for Christ's sake. Don't get me started. Il y avait une intervention. It was just a very simple clarification. I was just wondering if that charter included all of the municipalities, if it was the physical island of Montreal. I was just curious about the specificity on where that extended to, and also where this document extends to. Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est la ville de Montréal et on le trouve dans les bureaux d'Accès Montréal. Habituellement, ils sont dans là où il y a de la documentation. Oui, sûrement dans l'Internet, là. Je peux prendre la parole? J'ai une question pour Dimitri concernant la stratégie d'utilisation de ce document-là. Est-ce qu'il va y avoir d'autres documents qui vont venir par la suite ou comment tu veux mobiliser les citoyens, mais aussi les élus, les administrations municipales à partir de ça? Oui, oui. Je suis sûr qu'on peut avoir des ateliers de formation. Par exemple, une chose que je vais soulever jeudi soir est combien de gens présents jeudi soir et pendant cette conférence a une idée claire comment la ville de Montréal fonctionne. Comment les arrondissements, les conseils d'arrondissement fonctionnent. Quelle est la période de questions à Hôtel de Ville? Moi, j'ai rencontré des membres du comité d'organisation de cette conférence qui ne savaient pas qu'il y avait une période de questions à Hôtel de Ville ou devant les conseils d'arrondissement. Alors, il y a tout un processus d'éducation populaire dans lequel on est obligé de s'engager et cette conférence revient à le défi de continuer ce processus. Sans être conscient de comment la ville fonctionne, politiquement, économiquement, comment est-ce qu'on peut changer des choses? On peut travailler dans nos petits silos, mais ça, ce n'est pas une solution. Alors ça, c'est ma courte réponse de la première partie de ta question. Comment convaincre les élus? Un pistolet, peut-être? Je ne sais pas. C'est toute une discussion. Il y a des élus intelligents que, paradoxalement, on était ici présents pendant cette conférence. Parce qu'être élu est déjà avoir un pied dans le pouvoir. Est-ce qu'on a l'autre pied parmi les citoyens et citoyennes de leur quartier? On va voir avec la pratique, pas avec les paroles. Et comment tu prévois, dans le futur rapproché, une déclaration de revendication? Revendication de demande d'action, de règlement ou de pouvoir pour... D'abord, la chose que ce document va encourager, j'espère, c'est un débat public. Okay? Un débat public qui manque à Montréal. Un vrai débat public. Moi, je ne suis pas peur de le débat. Et je pense que la majorité, si pas tout le monde ici, sont pas... On peut défendre les choses dans lesquelles on croit, dans nos principes. Alors, un débat public sur toutes ces questions-là, ça va être une expérience très éclairante. Ça, c'est très important.
Prenons le cas, par exemple, de la municipalisation de terrain. OK? De où vient cette idée dernièrement? On connaît, j'espère tout le monde ici présent, le nom de François Saillant. François Saillant a milité pour le FRAPU depuis 30 ans. 30 ans. Et dernièrement, il a pris sa retraite. Dans son livre, qui vient de sortir l'année dernière, à la fin de l'année dernière, dans son livre, il identifiait les 10 luttes pour le logement social les plus importantes dans l'histoire du Québec. 10. Il faut le lire. Et dans sa conclusion, son dernier chapitre, il dit, et alors maintenant, où est-ce qu'on peut aller? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est lui qui a mis dans son dernier chapitre le fait qu'il y avait 2 partis municipaux, le FRAP et le Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal, qu'on a mis dans leur programme la municipalisation du terrain de la ville. OK? Et le parti provincial qui a mis ça dans son programme était le Parti québécois de René Lévesque. Alors la question se pose, pourquoi l'RCM a abandonné cette idée-là? Et pourquoi le Parti québécois a abandonné cette idée-là? Ça, c'est les questions de fond dans lesquelles on doit discuter. Mais au moins, on va avoir un débat public. Je pense que d'avoir Dimitri qui cite François Saillant, ça terminerait très bien cette conférence. Puis peut-être un mot de la fin pour Nathan? Yeah, I just had something to add. It's okay, I have a microphone. I get a special mic, see? I think another, for me, I'm very interested in how a document like this will express the aspirations of movements on the ground in Montreal in different neighborhoods. And I personally, as people like, as someone involved in Milton Park who's working on the Hotel Dieu project, which is a huge campaign, very complex. It's going to be a long fight. I'm aware that there's also lots of other neighborhoods in Montreal that also have their own enormous projects that community groups are proposing for huge areas of land. I talked about them at the start of the conference. There's in Saint-Michel, there's a huge quarry that we heard about before. In Hansik, there's a huge site that that's owned by the municipality. In Côte des Neiges, there's a hippodrome. In St. Henry, there's the Maltin. In lots of neighborhoods, there's these massive projects, and community groups are very mobilized around proposals for community housing, community services, etc., 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 and it goes on. So, and as people involved in Milton Park, we don't really hear much about what's happening with these other campaigns. But each one has its own mobilization, its own challenges, like the political challenges, and I think we share a lot of the same struggles and the same questions of mobilizing, of putting political pressure, then financing, because it's one thing if the municipality owns it, but if it's going to cost $40 million, $100 million to make a project, that money is not just going to fall from the sky. You have to fight for it, So I think it'll be very interesting to put that in there, and at the strategy meeting, really reach out to those groups that are involved in those campaigns to come and have them at the table. Il y avait Je voyais une main très difficile de ne pas laisser intervenir. Où est l'argent? Je vais dire que présentement, on est en surcapacité de production énergétique et puis qu'on augmente nos tarifs. On n'est pas mieux chauffé dans nos logements mal rénovés par nos propriétaires, mais on paye
TransCanada, Enbridge, EDF Construction, des compagnies étrangères pour vendre pour produire de l'énergie achetée par Hydro-Québec et payée à même nos hausses. C'est scandaleux. On construit aussi présentement on va terminer de construire présentement des barrages hydroélectriques sur la rivière Romaine, une des dernières grandes rivières qui n'avait pas été harnachée, 10 milliards. 10 milliards. Il y a 6 ans, Alliance Romaine, dans laquelle un organisme au sein duquel je m'impliquais, on découvre que les gens dans le Nord se sont fait promettre des jobs. Ils ne travaillent pas sur les chantiers de la Romaine parce que c'est les compagnies de Tonia Curso qui travaillaient. Fait que moi, je pense qu'il faut vraiment protester ces subventions publiques-là à des compagnies privées, puis exiger de l'investir dans la transformation des villes. Et la transformation des villes, je pense qu'on a assez bien identifié qu'une source de revenus qui pourrait s'autogénérer, ce serait l'immobilier, des coopératives d'habitation. Mais pour ça, pour aller chercher les mises de fonds, je pense qu'il faut vraiment protester l'argent qu'on donne à des compagnies comme TransCanada et Enbridge. C'est un élément de stratégie que je propose, qu'on arrête de donner l'argent public à des compagnies privées et qu'on l'investisse dans nos communautés. On va chercher les mises de fonds, on génère notre propre croissance à partir de là, on l'investit après ça dans des projets comme l'agriculture urbaine, etc. C'est dans toutes les bonnes initiatives qu'il y a déjà en place, puis toutes les bonnes idées que les gens peuvent aller. Mais, ouais, protester ces projets-là. J'ai Saki qui m'a ramené la citation qu'elle cherchait hier de Kwasi Balagoon, donc je vais vous en faire la lecture. Where we live and work, we must not only escalate discussion and study groups, we must also organize on the ground level. The landlords must be contested through rent strikes, and rather than develop strategies to pay the rent, we should develop strategies to take the buildings. We must not only recognize the squatters' movement for what it is, but support and embrace it. Set up communes in abandoned buildings, sell scrap cars and aluminum cans. Turn vacant lots into gardens. When our children grows out of clothes, we should have places where we can take them. Clearly marked anarchist clothing exchanges and have no bones about looking for clothing there first. And of course, we should relearn how to preserve food. We must learn construction and ways to take back our lives. Help each other move and stay in shape. Thanks. Thanks for sharing it. Thank you very much, and hope to see you on the recap next week, on the 27th? 25th, sorry. You'll send a newsletter, Nathan? Yeah, so we'll send it by an invitation by email about it. Yeah. Thank you, everyone.